Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une énième revue littéraire et nous allons parler du livre de Oprah Winfrey qui s'appelle The Path Made Clear, Discovering Your Life's Direction and Purpose. Je suis tellement excitée de vous parler enfin de ma tata spirituelle, a.k.a. Oprah Winfrey. Donc, déjà, je tenais à remercier tous ceux qui avaient participé il y a quelques semaines au sondage sur Instagram quand j'avais demandé si on faisait un épisode sur Oprah. C'est bon, on y est, le voilà. Donc si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram parce que c'est là que j'interagis avec vous en DM, en commentaire. Donc, let's go. Aussi, il y a quelques temps, nous avons fait sur Instagram le premier Insta Live en anglais, une interview avec Chloé. Donc voilà, si vous voulez rattraper, ça se passe là-bas sur Instagram. Le lien est dans la description. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Oh là là, oh my gosh, qu'est-ce que je suis heureuse de parler de la seule et l'unique Oprah Winfrey. Donc déjà, on va faire un peu de contexte. On va présenter cette dame. Qui est Oprah Winfrey? Oprah Winfrey est une femme afro-américaine qui est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi aux États-Unis. Et aujourd'hui, elle est âgée de 67 ans. Et oui, c'est une dame. Aujourd'hui, elle est connue quasiment mondialement du grand public grâce à son talk show The Oprah Winfrey Show. C'est un talk show qu'elle a produit et qu'elle a animé pendant plus de 25 ans, entre 1986 et 2011. Et oui. Elle a également créé sa propre chaîne, The Oprah Winfrey Network. Elle est une grande philanthrope, une entrepreneuse, une véritable femme d'affaires. Elle a fait des films, elle a présenté, elle a fait des conférences. Enfin, Oprah Winfrey, c'est vraiment une palette de talents qu'elle a chaque fois utilisée. Il faut savoir que c'est également la première femme milliardaire aux États-Unis d'Amérique. Eh oui. Oprah, on adore. Alors, vous me direz, Cynthia, pourquoi je vous ai parlé d'Oprah, pourquoi je suis très excitée de cet épisode. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde sait que moi, I just love Oprah. J'adore son parcours, j'adore son travail. Donc moi, déjà, dès qu'il y a quelque chose qui concerne Oprah, vous savez que je vais être là et je vais être super heureuse. Pourquoi j'aime bien Oprah? Déjà, j'aime bien Oprah par rapport à son histoire. Il faut savoir que Oprah Winfrey, de son nom complet, Oprah Gayle Winfrey, oui, je vous le dis, c'est une femme qui a une histoire qui est assez tragique. Oprah Winfrey vient d'une famille qui est très modeste, où elle a vécu plusieurs abus sexuels, dont un a débouché sur la naissance d'un fils qui est mort par la suite. Donc déjà, comment vous dire que elle n'a pas commencé sa vie de la manière la plus aisée, mais au fil des années, elle a réussi à se frayer un chemin au niveau des médias, où elle a d'abord été reporter au début de sa carrière, avant de devenir animatrice et de créer son propre talk show. Oprah est une pionnière et a totalement révolutionné la manière de faire des interviews, de mener des talk shows aux États-Unis. Et elle a des thématiques qui sont très connues pour ceux qui ont déjà écouté ces talk shows. C'est toujours les mêmes thématiques. Ça va être le développement personnel, ça va être parfois la littérature. Oprah, elle a un book club qui a fêté ses 25 ans, je crois. Il y a quelques semaines, j'avais vu la spiritualité, la méditation. Donc, c'est vraiment des grandes thématiques qui reviennent régulièrement chez Oprah. D'ailleurs, dans le livre dont on va parler, vous verrez que c'est le cœur de ce livre, c'est au niveau du développement personnel. Comment trouver sa voie, et au cours de ces 10 chapitres, elle se fait accompagner de plusieurs invités qui sont ultra influents et connus aux États-Unis, qui vont aider nous les lecteurs à trouver notre voie. Donc Oprah Winfrey, j'adore, voilà, on va dire clairement, j'adore Oprah Winfrey. Je trouve que
C'est vraiment quelqu'un de très, 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 très inspirant. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, Oprah Winfrey, c'est la crème de la crème. C'est la meilleure dans son domaine. J'ai une admiration, mais depuis que je suis ado, qui n'a jamais cessé de croître. Oprah Winfrey, j'ai regardé plein d'interviews qu'elle a faites. Quand j'ai appris l'anglais, quand j'étais adolescente, je m'amusais à regarder certaines de ses interviews en boucle pour pouvoir comprendre l'anglais de mes acteurs préférés. Donc, j'en ai consommé des interviews d'Oprah. Et d'ailleurs, je trouve elle a une façon de faire des interviews, elle a une manière de créer des moments télé qui sont juste incroyables, que ce soit par rapport à ses silences, que ce soit par rapport au regard. Et puis Oprah, si vous avez déjà vu une de ses interviews, elle a une voix qui est une voix un peu grave comme ça, qui est assez marquante. Vous avez dû la voir récemment dans une interview qui a fait beaucoup parler d'elle, la fameuse interview avec le prince Harry, Meghan Markle, dans un jardin qui avait un côté un petit peu féerique, comme ça, très, très, très romantique quasiment. Mais vous avez dû survoir Oprah autour elle a interviewé qui Barack Obama et sa femme, Joe Biden, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Renee Brown, Chopra, Priyanka, elle a interviewé tout le monde, Naomi Campbell. Je crois qu'Oprah, en plus de 30 ans plus de 30 ans de carrière, elle a interviewé toute la crème de la crème des personnes les plus influentes aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand j'étais au collège, j'avais un jeu que je faisais souvent avec des amis quand elle me disait, ah, j'aime pas Oprah, je trouve qu'on en fait des caisses. Je disais, mais la célébrité dont tu me parles là, est-ce qu'elle a passé l'Oprah Winfrey Test? Qu'est-ce que c'est l'Oprah Winfrey Test? L'Oprah Winfrey Test, c'est le fait. C'est le fait de est-ce que ta célébrité est passée chez Oprah. Et moi, je m'amusais avec mes amis en disant, si ta célébrité n'est pas passée chez Oprah, je suis désolée de le dire, ta célébrité doit encore travailler. Parce que si ta célébrité était une vraie célébrité, elle serait passée chez Oprah. Et à chaque fois, ça m'a valu comment dire ça? Ça m'a valu des moqueries, des gens qui étaient un peu énervés en disant non, mais t'abuses et tout ça. Mais bon, I don't care. Oprah aussi, c'est des controverses. Hein. C'est une femme qui a vécu et qui continue de vivre beaucoup de controverses. Le fait, par exemple, elle a tenu des propos dans son show qui ont fait que certains, par exemple, entreprises se retrouvent à voir chuter leur vente. Je pense notamment à une interview où elle exprimait le fait qu'elle avait vu un documentaire qui lui avait poussé à arrêter de manger de la viande, qui avait causé le fait que beaucoup de gens deviennent véganes. Et elle s'était vue coller un procès à cause de cette déclaration-là. Et il y a aussi une controverse sur le fait que beaucoup de gens trouvent ça problématique, le fait d'utiliser la vie de personnes pour un show. Ça se discute. Moi, je trouve qu'elle n'est pas la seule à le faire. Ça a toujours existé. Et qu'elle le fait très bien. Et que passer chez Oprah, c'est aussi un gage de renommée. Il faut quand même le dire. Hein, pour beaucoup de célébrités et même d'hommes politiques, quand vous passez chez Oprah, vous gagnez en sympathie. Vous touchez un des plus grands nombres d'Américains qui vont vous regarder, qui vont accorder à Oprah une espèce de respect. Donc, je trouve que dans cette histoire, c'est tout le monde y gagne. Et d'ailleurs, moi, quand on me demande de décrire Oprah en 3 mots, j'ai toujours dit que pour moi, Oprah, en 3 mots, c'est ceci. Le respect, l'influence et la vulnérabilité. Le respect, pourquoi? Déjà, le respect parce que Oprah, de par tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie, via ses entreprises, elle a atteint, et je pense qu'aujourd'hui elle n'a plus rien à prouver, elle a le respect de tous. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur, le genre, l'orientation, la religion, aux États-Unis, Oprah est respectée. Il n'y a aucun doute, personne ne réfléchit d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, au niveau du respect, c'est accordé. Le respect et de l'influence. L'influence, moi, je me dis, quand tu es une femme qui, pendant plus de 30 ans, t'as réussi à toujours, jusqu'à aujourd'hui, Oprah réussit à toujours être en priorité sur les interviews les plus importantes, c'est que c'est que tu es bonne en termes de networking, c'est que tu es bonne en termes de rapport humain, de dynamique humaine.
Parce que je vous dis, c'est pas une femme qui est là depuis 2 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça et qu'elle réussit toujours à être la personne à avoir les interviews les plus importantes. L'interview avec Michael Jackson, c'était Oprah. Les multiples interviews avec Whitney Houston, c'était Oprah. La fameuse interview avec Lance Armstrong quand il devait nous avouer qu'il s'était dopé, c'était chez qui qu'il était? C'était chez Oprah. Jennifer Aniston qui va faire une petite... Une Jennifer, tout simplement. Je ne vais pas approfondir ceci. Suite au fait qu'elle s'était fait tromper par Brad Pitt, qui s'était envolé avec la belle et la charismatique et la talentueuse Angelina Jolie, c'était chez Oprah. Tom Cruise qui pète un câble en nous disant qu'il est amoureux de Kate Holmes, avec qui il est divorcé actuellement, c'était chez Oprah. En fait, Oprah, c'est des moments télé iconiques. Rihanna qui s'effondre chez Oprah en nous expliquant comment elle a vécu le fait de s'être fait violemment agressée par son conjoint de l'époque, à savoir Chris Brown, c'était chez Oprah. Enfin, je pourrais continuer encore et encore pendant des heures, tellement Oprah a créé des moments iconiques. Oprah qui rencontre Jane Elliott. Enfin, Oprah, c'est vraiment The GOAT. Voilà, on va résumer pour pas perdre tout le temps là-dessus, mais c'est vraiment une femme dont, si vous ne connaissez pas, prenez le temps vraiment de regarder au moins une fois dans votre vie, au moins une de ses interviews. Parce que c'est des moments iconiques à every time. Moi, je pense que Oprah, franchement, elle mériterait vraiment que des gens fassent des masterclass sur elle, sur sa façon de mener les interviews. Enfin, je vais pas tout dire, mais je pense que Oprah, la vie d'Oprah en elle-même mériterait à elle toute seule des masterclass sur différents pans de sa vie, parce que c'est une des femmes dont je trouve la vie et la carrière très, très intéressante. Maintenant, on va parler du livre. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors moi, j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre que j'avais lu au début du coronavirus. Je crois que c'était au début du corona, je pense. Enfin, je l'avais lu, là, je me rappelle, c'était pendant le corona, je perds la notion du temps. Et moi, déjà, ce que j'avais aimé, c'est, voilà, je me rappelle avoir vu Oprah en faire la promotion sur son network, et je m'étais dit, ah, Oprah, elle a sorti un livre, allez, on va aller le lire. J'avais du temps, donc j'ai plongé dedans. Et c'est vrai que, comme je vous avais dit dans l'épisode 9 de mémoire, le corona, ça a été vraiment pour moi un moment d'introspection, de réflexion, de remise en cause de plein de choses de la vie, de mes certitudes, affronter certaines choses personnelles. Et forcément, hein, comme d'habitude, quand je suis dans des moments de chamboulement intérieur, Oprah doit me guider. Putain, on dirait que je parle d'un guide. Il faut que j'arrête mes conneries. Non, vraiment, à chaque fois que je suis dans des moments de réflexion profonde comme ça, de sens de la vie, là, c'est mon côté sagittaire qui me hante. Dès que je plonge dans des moments comme ça où je suis en pleine réflexion sur des questions existentielles, j'ai pour habitude de regarder des interviews d'Oprah. Parce que je trouve que elle a tellement accueilli un vaste panel de gens qui ont des vécus différents qu'à chaque fois, je trouve la solution en écoutant des gens qui sont passés. Et en lisant son livre, justement, je l'avais lu en audio, j'avais eu des moments de clarté, des aha moments, comme elle aime si bien dire. Et c'est pour ça que je me suis amusée à le relire pour vous en parler. Alors, ce livre, c'est un livre qui se veut être une espèce de guide pour pouvoir voir clair sur son purpose. Purpose, c'est son but dans la vie. C'est un livre qui est subdivisé en 10 chapitres où à chaque fois vous avez les 2 premières pages Oprah qui vous parle, qui vous donne un petit peu sa définition et le but du chapitre, et à la fin, et puis par la suite, vous avez différents intervenants qui sont passés sur son show, qui vous donnent des bouts de savoir, des bouts de sagesse et des pistes de réflexion pour vous aider, nous les lecteurs, à y voir plus clair et à prendre des tips pour mieux avancer. C'est un livre honnêtement qui se lit très rapidement. Moi, je l'ai écouté en version audio et je vous recommande vivement de l'écouter en version audio pour la simple et bonne raison, c'est que dans ce livre, en fait, il y a Oprah, il y a la vraie voix d'Oprah et vous avez également la voix de ses invités. Et vous savez que moi, je suis une obsessionnelle, j'adore les énergies. Je pense que les énergies, on est tous une source d'énergie. Et je trouve que rien qu'en écoutant ce livre, vous pouvez percevoir l'énergie des invités, l'énergie d'Oprah, à des moments spécifiques, la vulnérabilité, le ton de la voix, et il y a tout un tas de choses qui se passent, et notamment les dernières pages où Oprah nous clôture le livre.
il se passe un moment qui est très très chargé en émotions. Je ne vais pas vous le spoiler, je vous laisserai le découvrir quand vous lirez ce livre, qui font que vraiment ce livre, pour moi, c'est un des livres que vous devez lire en version audio. Alors, vous me direz, il y a plein de choses qui ont été dites, hein. Dans ce livre, on a des gens très très connus qui y parlent. Nous avons la mentor de Oprah, à savoir Maya Angelou. Nous avons qui d'autre? J'ai ma petite liste là. Nous avons des gens comme Gary Zukav, dont Oprah mentionne à plusieurs reprises dans le livre que sans lui, il n'y aurait pas eu The Oprah Soul Sunday. C'est une émission qu'Oprah a fait, d'ailleurs c'est un podcast également que vous pouvez écouter, où elle continue à faire ce qu'elle fait si bien, à savoir des interviews. Vous avez des gens comme le vice-président Joe Biden, vous avez Jay-Z, vous avez la seule et unique Shonda Rhimes, vous avez une des personnalités les plus connues quand on parle de spiritualité qui est Deepak Chopra, vous avez LeBron James, Jeff Werner de LinkedIn, Yalana Van Zant. Enfin, je pourrais continuer pendant des heures, mais vous avez vraiment des personnalités qui sont reconnues dans leur domaine, qui passent dans ce livre et qui nous partagent des bouts de savoir. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, Kerry Washington aussi, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre déjà, c'est justement le fait que le savoir ne vienne pas d'une personne, mais de plusieurs personnes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que vous savez, ceux qui me suivent depuis le début, je fais partie de la team des gens qui estiment que nous sommes des êtres humains, par conséquent, nous ne sommes pas omniscients et que du coup, on ne peut pas connaître tout. Si tu connais tout, c'est que tu es Dieu. Et or, Dieu n'est pas de ce monde, vous le savez bien. Enfin, Dieu pour ceux qui sont croyants ou bien l'univers pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Enfin, en tout cas, être omniscient ne fait pas partie des mortels. On va résumer ça comme ça. Et donc, moi, j'ai apprécié le fait qu'elles se servent de l'expertise, de l'expérience de vie de gens qui ont vécu des expériences totalement différentes et qui, du coup, ont une façon de voir les choses totalement différentes pour dire au final la même chose. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont j'aime le plus dans les interviews d'Oprah, c'est toujours que chaque invité qu'Oprah va inviter, tu vas forcément apprendre quelque chose sur toi, ou sur le monde, ou sur les dynamiques humaines. Et ça, c'est quelque chose que, pour les gens comme moi, a.k.a. Sapio, c'est un régal. Oprah déjà ouvre le livre avec la question à 1 million de dollars, à savoir What is your purpose? Oh Seigneur! Alors moi, le mot purpose, c'est un mot qui résonne vraiment profondément en moi parce que ça me fait penser à Matrix, à une scène iconique pour tous ceux qui ont vu Matrix avec Morpheus quand il parle de purpose. Donc, d'ailleurs, c'est une notion que vous voyez dans beaucoup de films quand on vous parle de purpose. What is your purpose? What are you doing here? Pourquoi tu es sur Terre? Que comptes-tu faire de ta vie? C'est quelque chose qui a un côté quasiment tragique, je trouve, cette question, mais que j'adore. Et Oprah, tout de suite dans le livre, elle commence en vous disant What is your purpose? Everyone is born with a purpose. The reason you are here on earth. Oh my gosh. Quand Oprah te dit ces 3 mots dès l'introduction, I was like, I just love this. J'étais trop contente. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quel est ton but sur Terre? Pourquoi tu es là? Chaque personne qui est sur Terre est née avec un but. Et je trouve que c'est tellement... c'est quasiment spirituel, hein, cette phrase. Vraiment. Et donc, elle continue ainsi autour du livre, avec une autre question où elle t'explique que pour elle, il est important d'écouter son instinct, de suivre son instinct, de prêter attention à son instinct chaque jour quand on prend des décisions. D'ailleurs, elle se permet de citer le philosophe chinois Lao Tzu, qui a dit cette phrase qui est A journey of 1000 miles begins with steps. C'est-à-dire, pour pouvoir faire un chemin de 1000 lieues, ça commence par des petits pas. D'ailleurs, quand elle t'explique le fait que tu dois écouter ton instinct, quand tu prends des décisions chaque jour, elle te pose cette question, toujours dans l'intro, on n'est pas dans le chapitre, hein, dans l'introduction, What matters most to you? Et elle te rappelle le fait que nous avons un temps limité sur Terre et que la vie
le, la vie se vit quand tu as une mission à accomplir. Non, mais franchement, quand j'ai commencé le livre comme ça, j'étais déjà emballée. Ce livre, je l'ai fini en une après-midi, hein. Je vous dis, quand j'ai écouté ça, j'étais trop excitée, quoi. J'ai dit, non, Cynthia, c'est bon. Là, let's go. Let's go, c'est parti. En route vers le monde, le monde du développement personnel, quoi. D'ailleurs, je précise, il y avait un épisode où je vous avais dit que Oprah, elle fait du développement personnel depuis tellement d'années que je comprends pas que certains le découvrent aujourd'hui. Je dois le réitérer ceci. Vous avez vu l'âge d'Oprah, vous avez vu depuis quand je vous ai dit qu'elle fait ce qu'elle fait depuis 1986, elle a 67 ans si je dis pas de bêtises, voilà. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'Oprah fait du développement personnel depuis très longtemps, ce n'est pas une blague, elle le fait avant même ma naissance. Quand elle a commencé son show, je n'étais toujours pas née, d'accord? Je suis née bien plus tard. Donc quand je vous dis ça, c'est vraiment pour dire que toute personne qui écoute Oprah depuis très longtemps, moi j'ai commencé à l'écouter, j'avais 10 ans, je ne comprenais même pas ce qu'elle disait, je parlais même pas encore anglais. Et quand j'ai commencé à comprendre anglais et que j'ai réécouté certaines interviews qui dataient d'avant ma naissance, je vous assure que Oprah parle de développement personnel depuis très, très, très longtemps. Vraiment. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment posé les bases, je le répète. Elle continue dans le chapitre 1, où elle rappelle en fait comment elle a eu dans sa propre vie ce qu'elle appelle son calling. Elle explique que le 14 août 1978, j'étais toujours pas née, elle raconte sa vie quand elle était reporter dans je sais même pas dans quel journal, et que en fait, elle a rencontré sa meilleure amie qui s'appelle Gayle King, qui est une journaliste de renom aux États-Unis que vous connaissez sûrement, qu'elle a eu l'opportunité de co-host en fait une émission où elle s'est retrouvée à interviewer un homme qui s'appelle Tom Carvel, un acteur qui a joué dans un show, et que c'est lors de cette interview qu'elle a eu une révélation qui s'est révélée dans tout son être et qui lui a fait comprendre que ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est ça, faire des interviews. Et c'est ce en quoi elle pense qu'elle est bonne. Et c'est ainsi que vraiment, au fond d'elle, comme elle dit, son journey a commencé. Et d'ailleurs, par la suite, quelques années plus tard, elle a créé son talk show, The Oprah Winfrey Show. D'ailleurs, qui a duré quasiment plus de 25 ans. Ce qu'elle ne dit pas dans le livre, c'est que pour créer ça, elle a passé par créer sa propre boîte de production pour pouvoir mettre en place son show. Elle raconte aussi comment elle s'est retrouvée par la suite à créer sa propre chaîne, à savoir Own, quelques années plus tard. Et ce qu'on retient en fait dans ce premier chapitre, c'est une chose très importante, c'est le fait que la vie n'est pas statique et qu'un purpose, un but de vie, c'est mouvant. C'est quelque chose d'ailleurs qui revient tout au long du livre, mais c'est le fait que les choses ne sont pas statiques. Tu peux avoir un purpose qui est lié à ta carrière ou pas, qui peut évoluer au fil du temps. Et que le plus important, c'est d'être à l'écoute des petits whispers, comme elle le dit dans un autre chapitre qui s'appelle d'ailleurs whisper qui veut dire chuchotement. Dès que tu sens en fait les prémices de « Ah, je suis en train de changer, let it go ». Et donc, elle se fait accompagner de certaines personnes qui vont aller dans ce sens-là. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. C'est Elizabeth Gilbert qui, dans le chapitre 1, elle dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. C'est qu'elle explique que les femmes ne se posent pas souvent la question du purpose, de leur but de vie, parce que pendant très longtemps, les femmes ont eu comme but d'être au service des autres. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir, parce que quand vous y réfléchissez, au final, en 2021, en théorie, les femmes sont beaucoup plus moins au service, elles sont beaucoup plus, je mets les gros guillemets, indépendantes. Mais si vous remontez à des siècles, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis l'histoire de l'humanité, les femmes ont eu deux rôles. 1, mettre au monde des enfants pour peupler la terre, et 2, aller au combat quand il y avait des guerres de royaumes, et 2, assouvir des besoins sexuels. Et oui, c'était ça le rôle des femmes, hein. Et ce n'est que très récemment, quand tu penses à l'échelle historique, pas à l'échelle humaine, ce n'est que très très récemment que les femmes elles sont propriétaires de leur propre vie, de leur corps, de leurs pensées, de leurs désirs. C'est très très récemment, et à l'échelle
de l'existence du monde, c'est très peu au final. Pendant des siècles et des siècles, les femmes ont été considérées comme des objets. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a quelques temps, je suis allée en vacances en Italie et j'allais visiter un musée. Et la guide nous expliquait, c'était à Pompéi que j'étais précisément, et la guide nous expliquait que à l'époque, dans la cité dans le sens grec, hein, euh, les femmes étaient considérées, avaient le même statut limite qu'un meuble. Et que du coup, quand il y avait des grandes décisions qui étaient prises au niveau politique à Pompéi et dans toute l'Italie, les femmes n'avaient pas d'avis. Leur avis ne comptait pas. Contrairement à des esclaves, alors quand on dit esclave dans le contexte dans lequel je vous parle, c'est pas l'esclave par rapport à sa type de couleur ou quoi que ce soit. C'est l'esclave, c'est juste une personne qui a été capturée, qu'on allait visiter une contrée différente et qu'on a ramenée à Pompéi et qu'on a mis en esclavage pour l'observer, pour accomplir certaines tâches. Et elle expliquait que les femmes, contrairement aux esclaves, n'avaient aucune possibilité de regagner une certaine liberté. Alors que les esclaves, à l'époque de Pompéi, ils avaient la possibilité, pour certains, si on remarquait qu'ils avaient une intelligence ou une aptitude exceptionnelle, de pouvoir être libérés, regagner leur liberté en adoptant un nom qui allait être forcément pas un nom de leur choix, mais un nom romain ou italien, et faire partie à part entière du peuple. Tandis que les femmes et les enfants n'avaient jamais cette option-là. Et je me suis dit, c'est tellement vrai, en fait, quand c'est vraiment un truc qui m'a marqué quand j'ai lu cette phrase. Je me suis dit, waouh, this is so true. Anyway, revenons à nos moutons. Et au cours de ce chapitre, t'as Deepak Chopra, du coup, j'adore ce monsieur, qui dit que le purpose, il s'est vraiment relié au fonctionnement naturel de l'homme. Et que si tu ne fais pas attention à ton purpose, si tu n'observes pas ça, tu vas à ta perte. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé ce chapitre-là. D'ailleurs, le chapitre 1 dont je vous parle, il s'appelle The Seed. Ensuite, nous avons un autre chapitre. Je suis en train de repartir sur mes petites notes. Un autre chapitre où Oprah explique qu'elle ne croit pas en la chance. Elle ne croit pas en la coïncidence. Elle croit pertinemment que la chance, c'est la préparation consécutive au fait de rencontrer une opportunité. Si vous me connaissez, je vous ai saoulé avec les énergies, la loi d'attraction. Si ça, c'est pas plus loi d'attraction, on meurt, hein, d'accord? Et ça m'a vraiment fait penser à la loi d'attraction et notamment à la fameuse interview, une des interviews les plus iconiques d'Oprah qui a, moi, personnellement changé ma vie, que vous avez sûrement dû voir à un moment donné dans votre vie. C'est la fameuse interview avec Jim Carrey qui explique globalement ce qui allait devenir ce qui allait pour moi être un des blueprints de la loi d'attraction. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est iconique, tout le monde la connaît. C'est une interview pour moi qui, quel que soit le temps et l'espace, tu la regardes, elle fait toujours le même effet. D'ailleurs, c'est une interview dont Oprah a parlé plusieurs années après pour dire à quel point ça a changé totalement l'essence même de comment elle faisait son show et des sujets qu'elle aborde. Donc, vraiment, cette phrase-là, il faut vraiment la comprendre dans ce sens que c'est pas que la chance n'existe pas. C'est que le fait de mener des actions quotidiennement, régulièrement, envoie un message à l'univers pour que ce que tu as visualisé, ce que tu as demandé, se produise. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué au cours de ce chapitre. Tout au long de ce chapitre et même du livre, c'est le fait à chaque fois de s'aligner avec son vrai soi, avec son vrai objectif pour pouvoir attirer le maximum de probabilité que ce que tu veux se passe. C'est horrible parce que j'ai les mots en anglais et je suis en train de chercher comment les positionner en français. C'est très compliqué, mais je vais y arriver. D'ailleurs, il y a dans le livre, quand elle parle du purpose, il y a une phrase où elle explique que le purpose n'est pas forcément lié à une carrière. Ça peut être lié à quelque chose de plus intime, de plus profond. D'ailleurs, elle explique dans son livre que le fait que certaines mères acceptent leur propre calling interne
en se disant je vais être mère, et un choix qu'elle nomme comme être l'enseignant spirituel le plus ultime. Et elle explique que les mères vivent au service de leurs enfants et qu'elles sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants. J'ai trouvé ça mais tellement bien dit. Pareil, c'est un côté très spirituel et ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est ouf parce que c'est un truc que j'ai toujours pensé avant même de lire Oprah, c'est que j'ai toujours pensé que donner la vie à un être humain, que ce soit biologiquement ou pas, c'est quelque chose de tellement magique, tellement... je sais pas comment l'expliquer, de tellement grand que moi j'ai toujours dit c'est une responsabilité que quand tu prends, tu dois vraiment réfléchir à ça parce que c'est pas un truc à la légère. Quand tu mets au monde un être humain, tu as une responsabilité qui, 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 qui est lourde de créer un être humain qui va être capable de potentiellement faire du bien comme du mal dans ce monde. Bref, I was like, cette phrase m'a beaucoup transportée. Et à chaque fois qu'elle parle du purpose avec ses invités, il y a toujours cette notion d'alignement. Le fait d'aligner, d'être en accord avec sa personnalité et le purpose qu'on a. Et c'est quelque chose de très personnel. Plusieurs fois au niveau du livre, tous les invités expliquent le fait que la manière dont ils ont trouvé leur purpose, leur but de vie, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vécu de l'intérieur. Pour beaucoup, d'ailleurs, ça remonte à l'enfance, soit des événements marquants de leur vie, et c'est quelque chose qu'ils ont vécu comme une révélation religieuse, par exemple. Après, vous savez que les Américains sont très poussés religion, et j'ai trouvé ça très beau. Notamment, il y a une sœur qui s'appelle sœur Joanne Critister, j'espère que je dis bien son nom, qui explique qu'elle a eu sa révélation sur le but de vie, qu'elle voulait être une sœur au cours de la mort de son père. Elle explique que quand son père est décédé, elle était toute petite, elle avait moins de 10 ans, et que sa maman la portait. Et lors de l'enterrement de son père, elle explique qu'elle a vu 2 sœurs qui étaient là pour accompagner son père dans sa dernière demeure et son dernier voyage auprès de Dieu. Et elle explique que c'est en voyant cette scène, en assistant à cette scène-là, qu'elle a su dès sa plus tendre enfance qu'elle voulait être ça. Pareil, nous avons comment il s'appelle, RuPaul Charles. Je ne sais pas si vous connaissez, RuPaul, il est très connu pour une émission qui s'appelle The RuPaul Drag Race, quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout ce genre d'émission, mais il est connu de nom, qui explique que lui, pareil, il a su au plus profond de lui qui il était vraiment, très jeune, il avait moins de 15 ans, et que c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a vécu de l'intérieur. Et d'ailleurs, Oprah va plus loin pour valider le propos de RuPaul Charles en disant « We are all spiritual beings having a human experience ». Et j'ai trouvé cette phrase ultra vraie. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait, quand on parle du purpose et des origines de trouver son purpose, comment trouver son purpose, il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est la vulnérabilité. C'est le fait que pour pouvoir vraiment trouver les origines de son purpose, s'aligner avec son purpose, il y a ce côté où tu dois être vulnérable. Tu dois accepter le côté inconfortable de la chose. Et forcément, ce côté où tu te plonges au fond de toi-même et tu réfléchis au fond de toi-même pour puiser l'essence en toi et trouver l'origine de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé des whispers, qui est le chapitre 3. Les whispers, donc, ce sont les chuchotements qui sont en fait ce qui doit te pousser à aller vers ton but, ton objectif de vie. Et du coup, dans ce chapitre-là, Oprah parle du fait que les chuchotements, ce sont tous les signaux qui alertent l'être humain qui doit se diriger dans une direction et pas une autre. Et c'est des signaux qui peuvent se matérialiser comme des signes, de manière très physique et aussi de manière un peu plus discrète. D'ailleurs,
Oprah qui nous explique par rapport au whisper, c'est que elle nous dit la vie va toujours communiquer avec toi. Et que à chaque fois que vous entendez des chuchotements, des signes, c'est une manière de vous rediriger dans la bonne direction. Parce que plus tu vas éviter d'écouter les signes qui te disent que, attention, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de fit, d'être à sa place, plus tu vas aller à ta perte et aller au chaos. Et du coup, elle encourage chacun à prêter attention aux chuchotements, aux signes, pour pouvoir être en alignement avec son vrai objectif, son purpose. D'ailleurs, elle conseille de follow son intuition. Et d'ailleurs, elle se sert d'un témoignage d'une femme qui s'appelle Shona Nikist, qui dit que pendant c'est une femme mariée, mère d'enfants, elle a un travail salarié, et qui explique en fait que elle avait des problèmes pour dormir, elle était ultra fatiguée, qu'elle était jamais, elle avait tout le temps peur que son mari la quitte, que ses enfants ça se passe pas bien. Et elle explique en fait que pendant une série de temps, son corps lui envoyait des signaux, la fatigue, l'irritabilité, le fait de se sentir toujours overwhelmed. Le fait de toujours utiliser le fait d'être occupée comme une excuse pour pas affronter les choses, et qu'au bout d'un moment, elle a craqué en fait, et qu'elle s'est rendue compte que elle n'était pas alignée avec ce qu'elle voulait, avec ce qu'elle était vraiment censée être. D'ailleurs, au fil de ce chapitre, nous avons Caroline Mess qui nous dit, et ça c'est la phrase qui moi m'a vraiment marqué au fer rouge, qui nous explique que nous avons tous en nous une intuition. Nous sommes nés intuitifs et que nous avons tous en nous un instinct qui nous parle. Mais le problème, c'est que il y en a qui acceptent de prêter oreille à cette intuition, de la creuser et de la suivre, et d'autres qui l'ignorent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que pour ceux qui écoutent mes épisodes, je vous dis toujours que la différence entre les hommes et les robots, les hommes et les êtres humains, et les hommes et les animaux, c'est que nous sommes une espèce animale qui, comme les animaux, avons un instinct. Mais la différence entre les animaux et nous, et les hommes et les robots, c'est que nous avons un cerveau, nous avons une conscience. Et du coup, le fait qu'elle rappelle à plusieurs reprises, et dans tout le livre, il y a plusieurs invités qui rappellent le fait qu'ils n'ont pas écouté leur intuition, qu'ils n'ont pas écouté ce petit truc au fond qui te dit « something is off », ça m'a vraiment fait penser au fait que dans ma propre vie, ça m'est arrivé. Et franchement, je suis sûre que même vous, ça vous est arrivé. Tu rencontres quelqu'un, que ce soit en amour, au travail, en amitié. Même parfois, tu passes un entretien. Et tout se passe bien. Hein, mais au fond de toi, tu te dis, c'est pas ce que je devrais faire. Je le sens pas. Moi, en plus, je suis quelqu'un, c'est vraiment le genre de phrase que j'entends tout le temps, que j'utilise tout le temps, c'est, il y a un truc qui va pas. Je le sens pas. J'arrive pas à l'expliquer de manière logique. Mais il y a un truc qui va pas. Et je vous jure, moi je l'ai vécu, mais c'est le drame de ma vie. J'ai un drame, j'ai un instinct, je suis émotionnelle, mais mon cerveau prend toujours le dessus. C'est le drame de ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Non, je rigole, mais c'est vraiment quelque chose que je vis souvent. Et à chaque fois, 9 fois sur 10, où je me suis... Parce que j'ai fait l'exercice, j'ai arrêté, j'ai mis pause pendant que j'ai lu ça, et j'ai fait l'exercice, je vous jure, 9 fois sur 10 où je n'ai pas écouté ma phrase, mon instinct qui me disait « Cynthia, c'est pas pour toi. Je ne sens pas ce gars, je ne sens pas cette personne. Je sais pas, c'est pas une bonne truc. » Je vous jure qu'à chaque fois, les retombées étaient négatives. À chaque fois, ça n'a pas loupé. Ça peut mettre 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Le pire qui m'est arrivé, c'est 2 ans. Mon instinct avait raison. Et donc, moi, je crois vraiment à ce truc de écouter son instinct, de ne pas l'étouffer, de ne pas se laisser distrait par le bruit des autres, par les opinions des autres ou whatever. Et d'ailleurs, Wes Moore le dit, c'est ce qui nous éloigne souvent de notre objectif, de qui nous sommes et de notre purpose dans la vie, c'est la distraction, c'est les autres, c'est le bruit. Et je vous assure que c'est tellement vrai, on vit dans un monde où on est tellement occupé par les internets, par les apparences, je trouve qu'on vit dans une société qui est tellement terrible, c'est qu'on a de moins en moins de temps d'être avec soi.
tout est fait pour qu'on soit coupé de notre instinct. Les réseaux sociaux, les médias, le fait de tout le temps, tu te lèves le matin, tu travailles, de temps en temps tu vas en vacances, tu voyages. En fait, l'esprit est tout le temps au what's gonna be the next thing, mais jamais sur ok, j'arrête tout, je me ressente sur moi, ne serait-ce que pendant 1 heure. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des gens qui vous disent, qui essayent de se dire, je vais faire du yoga, pour retrouver ce truc qu'on a tous en nous, parce qu'on est des animaux initialement, qui est notre instinct, qui sont nos sens. Tout est fait pour que on soit coupé de nos sens les plus primaires. Et c'est pour ça, je pense que moi, je suis totalement d'accord avec la phrase de Westmore qui dit que le bruit, et quand je dis le bruit, c'est pas forcément le bruit, mais la distraction mentale qu'il y a en permanence nous éloigne de beaucoup de choses et notamment de nous-mêmes. Il y a une phrase d'ailleurs que Kerry Washington a dit quand elle expliquait comment elle réagit au fait au fait parfois que certaines choses ne marchent pas comme elle veut. Elle dit I really believe that if I want something, there is 3 options from God. Elle dit c'est soit oui, mais pas maintenant. Soit non, car j'ai mieux pour toi. Donc il y a le oui, oui, mais pas maintenant, non, car j'ai mieux pour toi. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau et je me suis dit que c'est une très bonne façon de voir les choses. Puis après, on continue dans le livre avec The Clouds et avec quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on vivra tous parce qu'on est des êtres humains, qui est la peur, la peur, la peur et la peur. Ah gosh. Et là, nous avons quelqu'un, il s'appelle Steven Pressfield, qui nous explique que chaque rêve qu'on a, chaque objectif qu'on a, chaque action qu'on a, chaque changement dramatique dans notre vie va toujours occasionner de la résistance. Et la résistance va s'opérer toujours de 2 façons. La résistance que nous-mêmes, on va ressentir en soi, les doutes, la peur, l'inquiétude, et la résistance qui va venir des autres. Souvent, il explique que cette résistance va souvent venir des personnes les plus proches de nous, les amis, le conjoint ou la conjointe, la famille. Pour la simple et bonne raison, c'est que, et ça, quelqu'un d'autre va l'expliquer d'une manière juste iconique que je vous décrirai dans quelques secondes. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu changes, quand tu te rapproches de qui tu es vraiment, de ton objectif de vie, de ta mission de vie, ça veut dire que tu changes et que du coup, le nouveau toi que tu vas être va projeter auprès de tes gens, de ceux qui te connaissent les plus proches, leurs limitations. Et va les mettre dans l'inconfort au final. Parce que si tu changes et que tu évolues dans une direction à laquelle ils ne sont pas habitués, ils ne savent plus comment te prendre. Ils ne sont plus habitués. Et surtout, leur propre agenda qu'ils ont avec toi, ils ne peuvent plus l'appliquer parce que tu n'es plus la même personne. Donc, il y a une histoire de contrôle là derrière aussi. De contrôle conscient ou pas d'ailleurs. Et la personne qui va vraiment expliquer la notion de peur, la notion de doute et comment faire face à ça, c'est une dame que j'adore. I love her. Vous l'avez sûrement vue dans l'émission Fix My Life, pour ceux qui connaissent. Iyanla Vanzant. J'ai écorché le nom de la dame, franchement. Please apologies. Et elle, franchement, j'ai vu son interview avec Oprah. Je vous recommande de la regarder. C'est une interview qui dure une 40aine de minutes. Iconic. Et elle explique dans ce livre et dans l'interview que j'ai vue en entier, elle explique quelque chose de très important qui a énormément résonné en moi. C'est la chose suivante. Elle explique que le problème de la peur au final réside dans quelque chose de très simple. Le manque de contrôle de soi et la vulnérabilité. Et d'ailleurs, elle fait une blague très drôle en disant pourquoi les gens ne changent pas, pourquoi les gens ont peur de changer, d'évoluer. Parce que dans l'état actuel des choses, il y a une espèce de confort. Et elle fait la blague très drôle en disant I know how to live as a broke person.
Je le caricature, elle n'a pas phrasé comme ça, mais et ça m'a tellement fait... Quand elle le dit en interview, je vous jure, sa mimique et sa voix, je pleurais de rire. Mais c'est vrai, elle disait, c'est facile de savoir comment vivre quand t'es broke. Entre guillemets, broke en anglais, ça veut dire pauvre. Tu sais comment c'est. Tu es habitué. Mais elle disait, le problème du changement, c'est que quand tu changes, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle de toi, tu perds le contrôle sur le futur parce qu'il y a une part d'incertitude qui fait peur. Et là où elle pousse encore le truc plus loin, et c'est là que j'étais en mode I just love this, c'est quand elle parle du fait euh, de elle parle de quelque chose, je suis en train de lire mes notes, elle parle du fait de pourquoi les gens ont peur des relations avec les autres. Elle dit, les gens ont peur des relations avec les autres parce que ça nécessite de la confiance. Ça nécessite de faire confiance à autrui et de prendre le risque de se faire trahir, de se faire abandonner, de se faire, comment on dit ça, acknowledgement, manquer d'acknowledgement, je ne sais pas comment le dire en français, et que le risque, c'est de se dire, est-ce que moi qui ai donné ma confiance à autrui, je vais survivre la trahison, l'abandon, le manque d'acknowledgement? Est-ce que je vais toujours être OK malgré tout? Et j'ai trouvé cette phrase, mais de toute façon, cette dame, elle est très, très profonde. J'adore ce qu'elle fait. I just love her. Elle aborde des thématiques que j'affectionne particulièrement. Et je vous jure que quand elle a dit ce moment-là, j'étais en mode, oh my gosh. J'ai eu un aha moment. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une expérience personnelle. Moi, j'ai toujours jugé, je juge, oui, effectivement. J'ai toujours été admirative des gens qui ont 10 000 amis. Parce que, comme elle l'a expliqué, moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, si tu es ami avec 10 personnes, par exemple, ça veut dire que tu prends 10 fois le risque d'être trahi, d'être abandonné, d'être stab in your back. Et moi, c'est ce genre de risque que j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ce genre de risque. C'est mon côté lion qui parle. Je déteste. Moi, je déteste ce côté de on va te trahir. Et donc, moi, pour minimiser le risque, je minimise tout ça. Moi, ce genre de gens j'ai toujours été vraiment admiratif. Moi, j'ai des copines et des connaissances. Ah, mais c'est mon ami. Quand tu vois, ils ont 10 amis. Quand je me dis, mais comment tu... Déjà 5 amis, je trouve que c'est trop. C'est pour vous dire mon level de contrôle. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de contrôler les choses. Ça m'angoisse. Moi, les gens qui ont je ne comprends pas. Je suis en mode, mais comment tu fais? Parce que pour moi, l'amitié au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, avec qui tu partages des éléments de ta vie. Et du moment où tu partages avec quelqu'un tes opinions, des éléments de ta vie, tu prends à chaque fois le risque que cette personne te trahisse. Et pire, que quand votre amitié finisse, elle continue de te trahir. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse à la mort. Mais vraiment, moi, c'est ce genre de risque, même dans la propre famille, je ne sais pas, les gens qui disent, moi, je m'entends avec toutes mes cousines. Je me dis, mais tu peux pas t'entendre avec 10 cousines. C'est pas possible. Tu peux pas C'est-à-dire que tu multiplies à chaque fois tes chances d'être abandonné, trahi. I think it's awkward to me. Mais ça m'a beaucoup... Franchement, cette interview, je vous recommande de la regarder. Elle est dispo sur le podcast d'Oprah et sur YouTube, si ma mémoire est bonne. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui a résonné en moi. Et ok, j'ai toujours pas de réponse, by the way, parce que, peut-être qu'il faut que je vive encore des choses dans ma vie. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui a dit une chose qui a renforcé ma pensée. C'est, par la suite, on a un invité qui s'appelle Tim Storey, qui nous explique que dans la vie, parfois, vous allez perdre des opportunités en or à cause des personnes qui rentrent dans votre vie, des personnes qui vont stuck life out of you. Entre guillemets, moi j'appelle ça des vampires énergétiques. C'est des gens que quand ils rentrent dans votre vie, le chaos est là. Ils vous prennent, ils vous pompent jusqu'à la dernière goutte et ils vous laissent totalement vide. Et moi, cette phrase, I was like, voilà pourquoi. J'avais limite envie de dire, de faire une réponse à Madame Van Zant en disant, voilà pourquoi les gens ont du mal à faire confiance à tout et n'importe quoi. C'est ce risque-là. Enfin, c'est le risque d'être trahi, d'être abandonné, mais c'est surtout le risque de you're gonna make lose my time. Je vais perdre mon temps, mon énergie, et je vais peut-être perdre des choses importantes.
Bref, j'ai vraiment adoré ce chapitre sur The Cloud et sur la peur et la procrastination et the guilt. The guilt, c'est quoi? C'est le regret. J'ai adoré ce chapitre. Vraiment, c'est un chapitre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, voilà. Mais aussi, on va pas rester, on va rester en plus toujours dans cette énergie. Voilà, là c'est vraiment un chapitre un des chapitres qui a le plus résonné en moi. C'est pour ça que je perds un peu du temps là-dessus. Il y a Michael Bernard Beckwith qui explique que avec les problèmes, plus on se focalise sur les problèmes, plus on met son énergie sur les problèmes, et puis notre énergie, elle shift et elle va dans des émotions très dark, très low. Pas dark, pas low. Et puis, on a Debbie Ford qui continue en disant cette phrase qui, moi, c'est quasiment religieux, mais je vous jure, elle dit cette phrase: si vous ne pouvez pas accepter que the dark side existe, alors vous ne pouvez pas accepter que la lumière existe. Et ça, c'est quasiment biblique. Non, franchement, j'étais en mode c'est quasiment biblique. Et c'est une phrase que j'ai souvent entendue dans des lieux que je ne nommerai pas ici. C'est que tu ne peux pas admettre que le bien existe si le mal n'existe pas. Ce n'est pas logique. Alors, en fonction des spiritualités, des religions des gens, il y en a qui vous diront ça se discute, mais c'est quelque chose auquel je crois pertinemment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un très vieux film avec Al Pacino et Keanu Reeves. Comment ça s'appelle? L'Associé du Diable. Je crois que ça s'appelle L'Associé du Diable. C'est un vieux film super, enfin, ça se regarde très facilement. Et il y a quelque chose comme ça qui est mentionné. C'est le fait que tu ne peux pas accepter que le bien existe si le mal n'existe pas. Et c'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de films. C'est une notion que le bien a besoin du mal et vice-versa. Le yin et le yang. Et c'est toujours le même cercle vicieux, en fait. Et que tu ne peux... Et d'ailleurs, il y a une phrase en français, une expression française qu'on dit, c'est après la pluie, le beau temps. Ce qui sous-entend que pour que tu aies du beau temps, il faut de la pluie et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a rappelé le pourquoi la peur. Pourquoi la peur de faire confiance aux gens, pourquoi la peur d'avancer dans certaines directions. Parce que au final, il y a toujours cette notion de... La peur est vraiment liée à quelque chose c'est un problème de contrôle, d'incertitude et de risque. La peur, enfin, quand je pousse un peu plus loin, le fait qu'on ait peur, qu'on a peur de se lancer dans quelque chose, on a peur de faire confiance à quelqu'un, on a peur de s'associer avec quelqu'un, finalement, c'est pas forcément les personnes, mais c'est souvent, tu perds du contrôle. C'est le manque de contrôle et surtout, est-ce que si je prends ce risque-là et que ça se passe mal, parce que bizarrement, l'esprit humain, on pense toujours au côté dark. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent toujours au côté si ça se passe mal, est-ce que je vais survivre en fait? Est-ce que je vais être un phénix qui va renaître de ses cendres? Et ça, comme dirait Michael Singer dans le livre, fear is the thing. Il faut aller à travers le truc en fait. Il faut vivre, il faut laisser la peur te transpercer et ne pas stay with you. Facile à dire, facile à dire et plus difficile à faire. Et puis forcément, dès qu'on parle de la peur, vous vous doutez bien qu'après, on allait forcément parler de the map, de l'organisation. Et du coup, Oprah, elle parle d'un truc qui est juste iconique. Elle explique que self-sabotage, le fait de s'auto-saboter, c'est un cycle qui peut totalement détruire. Elle dit d'ailleurs qu'elle a vu plusieurs personnes avoir des dreams, des rêves qui se sont totalement détruits à cause du self-sabotage. Et elle prend cette phrase de l'auteur qu'on ne présente plus, qui est Paolo Coelho de l'Alchimiste, qui dit ceci. Si tu veux quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose, l'univers tout entier va conspirer pour t'aider à l'aspirer. Mais, et ça c'est Oprah qui le rajoute, avant de t'embarquer là-dedans, tu dois avoir une vision. Tu dois établir le processus et tu dois croire
au plus profond de ton cœur et de ton âme que ça va se passer. Et du coup, là, on est dans le chapitre 5 où elle insiste sur quelque chose qui est l'intention, la pureté de l'intention et le fait d'aligner le cœur et la tête. Je vous jure, franchement, hein, très biblique, très biblique, très spirituel. Là, on est dans des choses vraiment très spirituelles. Hein. Toute personne qui a lu la Bible, de loin ou de près, vous connaissez tous ce qui compte, c'est l'intention. L'intention, est-ce que l'intention était bonne ou pas? Bref, voilà. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, elle se focalise sur le fameux why. On revient toujours à ce why. Hein. Je vous en ai parlé dans le livre, dans ma revue avec Patricia Bright. Je vous avais parlé du why, le fameux why de Simon, dans le cadre de l'entrepreneuriat, etc. Mais le why, c'est tout. De toute façon, je pense que ça, vous l'avez compris. Pourquoi on fait les choses, c'est la base de tout en fait. Pourquoi tu veux de l'argent, pourquoi tu veux te marier, pourquoi tu veux des enfants, pourquoi tu fais ce travail, pourquoi, c'est la base de tout. Et ce que Oprah rajoute après le why, c'est quelle est ta réelle intention? Et la dernière question, et là j'adore Oprah. Oprah, de toute façon, je me dis, elle est très stratégique. La question que j'ai adorée, c'est comment vas-tu exécuter cette action? Et du coup, là, dans cette partie du livre, on est vraiment sur la partie planification stratégie. Au début, on était dans la partie très dans la tête, chercher la source de son pourquoi, de la source, de qu'est-ce qu'on veut faire. On était dans comment on va affronter la peur, comment on doit écouter les premiers signaux de notre purpose. Et là, on est dans le The Map qui est vraiment le chapitre de l'organisation. Là, on commence à être l'architecte. On met en place les choses. Et là, reviennent des gens très connus, notamment 2 personnes que j'aime bien. On retrouve Madame Préférée, a.k.a. Iyanla Vanzant, qui explique quelque chose de très puissant, qui dit que quand vous avez une vision, la vision vient de vous, du plus profond de vous. C'est quelque chose qui vous réveille, qui dort en vous, qui move you with you, qui bouge en vous, qui grandit en vous. Et c'est une vision qui, même dans vos pires moments, reste avec vous et va vous secouer. J'ai adoré. I just love her. J'adore. J'aime beaucoup cette femme, de toute façon, voilà. Et puis, on a Gary Zukav, qui est d'ailleurs, Oprah le cite à plusieurs reprises, qui est une des plus grandes inspirations de la création du Super Soul qui a lieu tous les dimanches. D'ailleurs, c'est un podcast que vous pouvez écouter. Il explique que aligner sa personnalité avec son âme, c'est ultra important. Et que ce n'est que comme ceci qu'on peut devenir la même chose que l'intention de son âme. L'harmonie, la coopération, le partage et la référence pour la vie. Et enfin, le moment que j'avais hâte de vous en parler, c'est une dame que j'adore énormément également, c'est Brené Brown. Brené Brown, si vous ne connaissez pas, vous devez la connaître, je vous le dis, she's iconic. Vous l'avez vu dans plusieurs shows, elle est passée chez Oprah, elle est passée chez Jada Pinkett, elle a fait plein d'interviews, elle a fait un show sur Netflix, elle a écrit un livre, je crois qu'elle a même un podcast. C'est la personne, vous devez voir ce qu'elle fait. Soit vous aimez lire, vous lisez. Si vous êtes plutôt visuel, regardez son show sur Netflix. Si vous êtes plutôt team audio, podcast, mais vous devez regarder un de ses écrits. I just love her. J'avais vu son interview d'ailleurs qu'elle avait fait avec Oprah. Moi, c'est une interview qui m'avait beaucoup émue, vraiment. C'est une mère d'enfant qui parle du courage, de la vulnérabilité. Vous savez que moi, c'est des mots qui résonnent en moi. C'est tout ce que j'aime au monde. Donc, moi, dès qu'on parle de courage, de vulnérabilité, d'émotion, I'm just like, yes, this is for me. Et d'ailleurs, je dois citer que moi, j'ai connu cette nana grâce à une amie qui, un jour, dans un moment justement où je me posais la question sur la vulnérabilité, les émotions, elle m'a dit, Cynthia, tu dois... écoute Brené Brown.
Et moi, je lui disais, non, mais toi, tu m'aides pas. Moi, je te dis que j'ai ce problème, je sais pas quoi faire, meuf, je suis perdue, j'ai l'impression d'être folle, what's going on? Et elle m'a dit, Cynthia, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je vais pas te mentir, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu suis cette dame, je te garantis que tu vas comprendre et que tu auras la réponse. Parce que je n'ai pas les clés pour t'aider, mais je sais que si tu écoutes du Brené Brown, tu vas trouver réponse. Et effectivement, quand j'ai découvert le contenu de cette dame, I was like, punaise, wow. Vraiment, j'ai eu un aha moment interne, quoi. D'ailleurs, thank you, girl. Je sais que tu me reconnais. J'espère que tout va bien pour toi. We keep on touch, girl. Merci beaucoup. Découvrir cette femme a changé ma vie et m'a vraiment alignée avec mes émotions. Je suis très émotionnelle. Les émotions, c'est le drame de ma vie. Je les vis de l'intérieur. C'est quelque chose de... c'est compliqué. Et donc, Brené Brown, dans le livre de Oprah, elle explique quelque chose qui est iconique. Prenez note. Allez regarder cette interview. Elle dit que avec sa famille, elle a établi en fait des règles de conduite, de fonctionnement dans la maison. Et qu'elle a écrit un manifeste qu'elle a lu à ses enfants pour que ce soit la règle de vie dans la maison. Donc elle a lu, c'est un long manifeste, ce qui est très intense en émotion. Je vous jure, quand je l'ai écouté, j'étais au bord des larmes. Et en fait, dans ce manifeste, j'ai pris 2 phrases qui sont les phrases qui, moi, m'avaient touchée. Elle dit, nous, donc au sens de sa famille, son mari et ses enfants, nous pratiquerons dans notre famille by showing up, je ne sais pas comment le traduire, en laissant être nous-mêmes qui nous sommes vraiment, en acceptant et en honorant notre vulnérabilité. Nous aurons toujours la permission d'être nous-mêmes les uns avec les autres, quel que soit ce qui se passe. Seigneur Marie-Joseph. Le manifeste entier, allez l'écouter. Quand vous lirez le livre d'Oprah, vous verrez, il est ouf. Franchement, c'est une des plus belles déclarations d'amour à ses enfants que j'ai lues so far. Genre, je me suis dit, oh putain, moi, si je suis mère, je veux être comme ça avec mes enfants. Vraiment. C'est vraiment... dans cette lettre qu'elle lit, d'ailleurs dans le livre d'Oprah, vous l'avez, elle explique qu'elle veut que ses enfants puissent montrer leur vulnérabilité, qu'ils puissent avoir le courage, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent s'accepter comme ils sont, qu'ils puissent se soutenir. Enfin, c'est un truc magnifique qui m'a énormément touchée. Je me suis dit, c'est ça, moi, que je veux comme vie pour mes enfants. Je veux que mes enfants sachent que tu peux être qui tu veux. Je m'en fous de la couleur, du genre, de ce que tu fais. Just be yourself. Et je me suis dit, ce degré d'amour pour ces enfants, j'espère que dans ma vie, je pourrai l'avoir et le transmettre et que mes enfants le ressentiront. Ça m'a tellement touchée. Notamment, vous savez, je suis une femme noire, ce n'est pas un secret. J'ai toujours eu cet agacement parfois dans la communauté où je me dis, pourquoi quand tu es une femme, tu ne peux pas exprimer tes émotions? Je parle d'une femme noire. Pourquoi quand tu exprimes tes émotions, you're doing way too much? Oh my gosh, you crying, girl? For real? Please, you're a strong black woman. Keep it up. C'est un truc qui m'a toujours agacée. Et à tort, voilà, c'est le fait de tu peux pas montrer tes émotions, tu peux pas être vulnérable, tu ne peux pas avoir des sentiments, des incertitudes parce que on te laisse pas cette place-là. Et c'est un truc qui m'a souvent agacée. Et quand j'ai lu quand j'ai vu le show de cette femme et que j'ai écouté son interview, j'étais vraiment touchée en plein cœur. Et vraiment, je vous recommande notamment aux femmes noires, allez écouter ça. Moi, je fais partie des gens qui vont toujours prôner la vulnérabilité. J'estime qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Est-ce que c'est normal d'avoir des émotions, d'être vulnérable et qu'il n'y a rien de wrong avec ça, tu vois? Et que si tu n'es pas vulnérable, si tu n'as pas d'émotion, bah, t'es un robot en fait. Et c'est pareil pour les hommes. Moi, je parle de femmes parce que je suis une femme, mais c'est pareil, cette dictature où un homme ne doit pas faire ci. What the fuck? You know? Donc franchement, c'est une lettre, c'est un des passages du livre qui m'a le plus touchée. En plus, moi, je l'ai écouté en audio. Et quand Brené Brown lit ce texte, tu sens une émotion, mais de ouf dans sa voix, que moi, j'ai énormément ressenti. C'est une émission qu'elle a très, très bien transmise. Et j'ai même mis pause tellement que j'étais en mode respire, Cynthia, respire. J'ai bu de l'eau et je suis partie. Bref.
Donc, le livre continue sur... on est vraiment dans la partie où on parle de la vision, de l'intention de la vision et de l'exécution. Et dans la partie exécution, nous avons Jeff Werner, qui est... je crois qu'il est il est plus le CEO de LinkedIn, mais je pense qu'il est le cofondateur, si je dis pas de bêtises, qui explique que pour lui, et là on est vraiment dans la partie exécution, vous m'étonnerez, c'est un entrepreneur, qui explique que pour lui, le management, c'est la façon de dire les choses, la façon de dire aux gens comment faire les choses, que le leadership, c'est la façon d'inspirer les gens à faire les choses, et que l'inspiration pour lui, c'est le fait d'avoir de la clarté, le courage et la capacité à communiquer. Donc voilà, et dans ce chapitre, on parle aussi de l'importante de la persistance, de continuer à faire les choses encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, dans ce chapitre qui est vraiment dédié à l'exécution, il y a une phrase que j'ai trouvée très importante et qui m'a fait penser à une autre interview de Oprah que j'avais écoutée il y a quelques temps et que j'avais d'ailleurs mis en story sur Instagram. Donc ceux qui me suivent, ils savent de quelle interview je parle. Où Michael Berman Beckwith dit le challenge viendra quand le potentiel sera activé. Et il dit que afin d'accomplir un rêve, il faut commencer à le voir, le genre de vie qu'on veut vivre. Il faut commencer à l'écrire et il faut commencer à rêver à propos de ça. Wow! Donc, ça m'a fait penser à l'interview de Oprah Winfrey. C'est une interview qu'elle avait fait pour un film dans lequel elle jouait avec Reese Witherspoon. Et Oprah, elle dit cette phrase iconique. Je peux pas vous le mettre dans le podcast parce que j'ai pas les droits, hein, tout simplement. Mais elle dit cette phrase iconique en disant qu'elle est une powerful manifester. Et qu'elle est arrivée à un stade de sa vie où elle n'a plus besoin de vision board, qu'elle n'a plus besoin d'écrire les choses qu'elle veut dans sa vie. Elle a juste à y penser. Elle dit qu'elle a juste à y penser avec l'intention la plus pure pour manifester ce qu'elle veut. Ah ouais, ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, je me rappelle, je vous avais mis en story, ceux qui ont vu cette story il y a quelques semaines, vous rappelez, j'ai toujours dit, le jour dans ma vie où je n'ai plus besoin d'avoir un vision board, un calendrier, enfin, pas un calendrier, mais d'écrire les choses que je veux pour que ça se passe dans ma vie, le jour où j'arriverai au niveau où je serai comme Oprah, ça arrivera sûrement à 60 ans, who knows, où j'ai plus besoin de ça, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos. J'ai toujours dit, parce que cette interview m'a tellement shake. I was like, girl, I love you. Et d'ailleurs, c'est une interview qui a créé beaucoup de... Les gens, ils étaient tous, je me rappelle dans les commentaires, les gens, ils étaient tous en mode, non, mais Oprah, she's a goat. Et j'étais en mode, bien sûr, she's a goat. Elle fait ça depuis 35 ans. Bien sûr, ça fait 35 ans qu'elle fait du développement personnel. Ça fait plus de 35 ans qu'elle nous parle du travail interne. Of course qu'elle fait des choses le commun des mortels n'est pas capable de faire. Bien sûr que she's a goat. I was like, yes. J'étais très hypée, vous pouvez voir. Bref, dans le livre, on continue donc avec plusieurs autres chapitres. Il y a un chapitre qui est très intéressant où donc on a parlé du fait de planifier et maintenant comment ça se passe en chemin. Il y a un chapitre où Oprah, elle demande au basketteur LeBron James, c'est comment tu fais pour toujours rester on top de ton game sans flancher. Et lui, en fait, il explique que dans le livre, il explique qu'à chaque fois qu'il flanche, qu'il n'est plus bon dans son game, c'est quand il commence à jouer pour les autres et qu'il ne joue plus pour lui. Oh my God! Et ça, c'est un témoignage qui m'a... j'ai dit, of course. Et d'ailleurs, au long du livre, il y a cette notion qui revient régulièrement, c'est que quand tu fais les choses parce que tu te laisses distraire par le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, par le bruit, par le regard des autres, parce que tu veux faire plaisir aux autres, parce que tu veux fit dans l'image que pour toi représenteraient les choses. Dans le livre, tout le monde, tous sans exception, répètent que dès que tu fais ça, tu quittes du chemin et hop, tu vas vers le chaos, la distraction et l'échec.
Et d'ailleurs, euh, pour pouvoir éviter justement cette distraction, il y a Deepak Chopra qui explique que l'importance pour ne pas être distrait, pour vraiment être the most authentic version of yourself, c'est de vivre le moment présent, de parler du moment présent et de ne pas se laisser distraire par le passé, par le futur. Soyez dans le moment présent. Et comme Barbara Brown Taylor le dira bien, life, la vie, c'est comme un train. Tu fais des arrêts, tu fais des pauses, tu déposes des gens sur un... C'est comme d'ailleurs quand parfois on dit que la vie, il y a des gens qui sont dans votre vie que pour une saison. Je pense que c'est très vrai. Il y a des gens que tu connais dans un monde de ta vie. Ils étaient good pendant ce moment-là de ta vie. Prochaine station, ils descendent. On continue le chemin. Prochaine station, d'autres en montent. Etc. Etc. Ainsi va la vie. Et puis, nous avons la fameuse, un des chapitres que j'ai adoré. Putain, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais il y a un des chapitres que j'ai adoré. C'est le chapitre qui s'appelle The Climb, le chapitre 7. Et ça, c'est un chapitre où j'ai appris quelque chose, les amis. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je l'ai appris grâce à ce livre. C'est le chapitre qui s'appelle La montagne. Donc, la montagne, la montagne. Déjà, j'aime bien l'analogie qu'Oprah fait avec le fait que la vie, c'est comme une montagne. Tu montes, tu montes, tu montes. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est essoufflé, mais tu continues. Et que ce n'est seulement que quand tu es au top de la montagne que tu te dis, ah, finalement, I made it, je l'ai fait. Et en fait, Oprah, pour illustrer son propos, elle parle d'une musique que vous connaissez forcément tous. C'est une musique qui est très connue, qui s'appelle Ain't No Mountain High Enough. Na, 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 na. Ouais, je ne chante pas, je pense que je chante très mal, mais c'est très drôle parce que dans le livre, Oprah, elle chantonne les paroles de cette musique, beaucoup mieux que moi, bien sûr, mais du coup, vous la reconnaîtrez mieux. Quand vous lirez le livre, vous verrez que cette musique vous parlera. Je vous mettrai dans la description les paroles du livre. Et en fait, là où moi j'ai appris, c'est qu'elle explique qu'elle a interviewé la femme du chanteur de cette musique qui est très connu. Le chanteur, c'est Nick Ashford. La femme, c'est Valerie Simpson. Qu'à la suite du décès de ce monsieur, elle a interviewé la femme. Et la femme explique qu'en fait, la chanson initiale, l'origine de la chanson, c'était pas une histoire d'amour. Pourtant, quand tu écoutes la musique, on dirait vraiment une chanson d'amour. C'est comme ça qu'on nous l'a vendue, nous, à la radio. Elle explique qu'initialement, cette chanson, c'était une manière de rappeler les challenges auxquels... de rappeler les challenges et de se motiver face aux challenges de la vie, en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez le refrain qui dit « Ain't no mountain high enough ». Et elle explique d'ailleurs que dans sa propre vie, elle a dû faire face à des challenges qui l'ont beaucoup secoué. Elle nous rappelle notamment le fait que elle a été vivement critiquée pendant une période de sa vie de la part des médias quand les performances de sa chaîne OWN, donc Oprah Winfrey Network, n'étaient pas forcément là où il fallait, avec des critiques qui se moquaient en fait d'elle et qui se disent, ils ont fait une blague, je vous la dirai en anglais pour que vous compreniez le sarcasme des médias, qui disait Oprah Winfrey is not quite holding her own, en référence à ta chaîne. Et elle expliquait en fait que ce qu'elle a retenu des différents challenges qu'elle a vécu, notamment face à son entreprise, et ce qu'elle apprend aux filles qu'elle mentore basées en Afrique du Sud, c'est que dans la vie, il y aura toujours des retours en arrière, des détours, mais qu'il faut être préparé à échouer. Qu'il faut être préparé à échouer, mais à se relever. Et d'ailleurs, elle m'a fait sourire parce que c'est une phrase qui m'a rappelé ma mère. Elle dit que quand vous êtes dans le pic de votre succès, tout le monde veut votre ami, tout le monde veut vous entourer, mais que c'est quand vous êtes au plus bas, que vous êtes hit by a bus, comme elle le dit, que c'est dans ces moments-là que tu veux être bien entouré. Et que généralement, l'entourage se fait plus rare. Et ça, c'est une phrase que mes parents m'ont toujours dit. C'est Cynthia, les vrais amis, là, c'est dans le dark que tu les vois. Quand tout va bien, quand c'est la lumière, quand le soleil brille, quand la journée est là, c'est facile d'être ton ami.
il n'y a aucun problème. Mais quand tu es dans la difficulté, c'est là que tu vois who is who. Et d'ailleurs, mon père allait même plus loin en disant, tu le vois dans tes amis, dans ta famille, dans tout. Bref. Et donc, Oprah nous met cette petite dédicace que j'ai adorée. Your Kilimanjaro awaits. Anyway. Donc, c'est un chapitre qui est assez intéressant. Et dans ce chapitre-là, vous avez quelques personnes qui vous expliquent comment eux, ils font pour surmonter les challenges de leur vie. Comment ils font pour surmonter les challenges. On a Joe Biden qui nous parle en nous disant que lui, quand il se sentait très mal face à certains événements que sa famille a vécu, sa mère lui disait « Ne t'inquiète pas, quelque chose de bon va sortir de ça si tu te concentres et que tu regardes bien à travers les choses. » Il disait que ça le rendait fou parce que lui, il n'était pas dans ce mindset-là au moment où il vivait les choses. Nous avons le père Father Richard qui nous dit que dans la vie, tout est question de souffrance. Tout est en relation avec la souffrance. Et ça, alors là, les amis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit de noter, mais alors là, notez. Notez ce qui va venir. Parce que moi, c'est la phrase qui m'a secouée et je me suis dit, cette phrase mériterait une étude entière sur la vie. Vraiment, là, c'est ma Sagittaire qui est en moi qui parle. Il a dit cette phrase. If you do not transform your suffering with 100% attitude, you will transmit your suffering to your family, your neighbors, even to your country. Je vais la traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Le père Richard explique que dans la vie, tout est lié avec la souffrance. Et il dit, si tu ne transformes pas ta souffrance, si tu ne la transformes pas en autre chose, si tu ne t'en sers pas comme une motivation pour faire quelque chose, il explique qu'il y a une certitude à 100% que tu transmets ta souffrance à ta famille, à ton voisinage et même jusqu'à ton pays. Cette phrase a vibré en moi. Pourquoi ? J'adore ce livre. De toute façon, je vous ai dit, Oprah, franchement, je saute il y a beaucoup de choses que j'ai sautées parce que je ne peux pas passer 4 heures sur ce livre, mais cette phrase, elle est iconique, elle est ultra importante parce que elle m'a vraiment fait penser aux livres de psychanalyse. Alors, quand vous lisez les livres de psychanalyse ou de psychiatrie enfantine, il y a souvent cette corrélation sur le fait que si tu as un enfant, par exemple, qui ne se sent pas bien, qui vit certaines choses, souvent, il faut remonter à l'histoire familiale. On va remonter forcément à la mère, au père. Et si on trouverait au niveau des parents, on va remonter jusqu'à expliquer ce qui se passe. Et moi, j'avais lu une histoire, je ne sais pas si c'était chez Catherine Dolto ou Françoise Dolto, je ne sais plus. Mais j'avais lu une histoire de psychanalyse, je ne sais plus chez qui je l'ai lu, mais c'est chez une psychanalyste pour enfants, qui disait qu'il y avait un enfant qui avait un comportement très hyperactif, agressif, etc. Et que tout le monde s'en plaignait, les professeurs à l'école, tout ça. Et au bout d'un moment, sa mère l'a amené en psychiatrie. Enfin, en psychiatrie auprès d'un psychologue, pardon. Et on a commencé à faire le travail auprès de l'enfant, on n'a rien vu. Puis forcément, on est remonté au niveau de la mère. Et en travaillant avec la mère de cet enfant, c'était un jeune garçon, on s'était rendu compte que la mère, elle n'avait pas exorcisé un deuil d'un enfant mort-né. On avait découvert, la psychanalyse qui avait vu cette maman, avait découvert que il y avait un des enfants, en fait, la maman, initialement, quand elle avait eu ce fils, elle avait des jumeaux. Elle attendait des jumeaux. Seulement, quand elle a donné naissance à ses enfants, il y en a un qui est mort-né et un qui a vécu. Et en fait, elle n'a jamais fait le travail, elle n'a jamais fait ce deuil de cet enfant mort-né. Elle a juste passé à autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce deuil qui n'a jamais été réellement fait, s'est transmis de manière inconsciente à l'enfant qui, lui, avait vécu ce deuil sans comprendre pourquoi. Et donc, le travail de la psychanalyste avait été d'aider, en fait, la maman à faire ce deuil pour pouvoir libérer l'enfant. D'ailleurs, je ne vous dirai pas dans quoi, mais il y a un truc que j'ai vu récemment sur Netflix qui a la même scène, pareil. Vous voyez une femme qui est adulte cette fois-ci, elle est en couple avec une autre femme.
Et en fait, elle explique dans le cadre d'un coach en amour, elle explique qu'elle a du mal dans sa vie sexuelle sur certains points, etc. C'est un documentaire d'adulte, hein, je n'ai plus le nom, mais c'est sur Netflix que j'ai vu ce show-là. Et en fait, elle explique que elle comprend pas. Elle va voir une praticienne qui est un petit peu dans l'ésotérisme, hein, je précise. Et au fil, en fait, d'une séance où on essaie de comprendre, en remontant, on se rend compte, en fait, que dans sa lignée, au niveau de sa mère, sa grand-mère avait vécu un deuil qu'elle n'avait pas exorcisé. Et du coup, elle avait fait passer sa peine, sa souffrance, ses idées noires à sa mère, qu'il avait fait passer à cette petite fille. Il y a plein de choses comme ça que quand vous lisez les livres de psychanalyse, vous voyez. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, cette phrase, elle a vibré en moi. Pareil, quand il dit que si une souffrance n'a pas transformé, elle se transmet à un pays, moi j'ai pensé à la situation de beaucoup de pays qui ont colonisé. Dans beaucoup de pays qui sont des anciens colonisateurs, il y a souvent cette question de la part de certains hommes politiques de se dire oui, dans la population elle est fractionnée, elle ne, euh, elle ne fait pas partie entière des valeurs de notre pays pour des raisons X, Y, Z. Et quand vous observez généralement, je précise, je ne suis pas dans la politique, mais moi qui observe ça d'un point plus comme une spectatrice, je me dis, mais vous dites que telle population ne s'adapte pas. Généralement, les populations qui ne s'adaptent pas ou qui ont des revendications culturelles quelconques ont vécu généralement des génocides. Dans la communauté noire et pas que, ça peut être l'esclavage, ça peut être des crimes qui n'ont pas été reconnus, ça peut être des falsifications de l'histoire. Et vous demandez à ces peuples qui ont vécu une oppression par des ancêtres qui ne sont pas vous, mais par des ancêtres lointains ou proches, d'oublier ce problème d'histoire et que everything gonna be happy. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, relève de cette phrase-là. On y est totalement à 100%. Vous me direz que c'est des choses que vous pouvez retranscrire dans tellement de domaines, que ce soit en amitié, au travail, en amour, sur tellement de domaines, cette phrase, elle s'applique. Le fait de ne pas transformer sa souffrance en quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore les artistes. La puissance d'un artiste, que ce soit un chanteur, un écrivain, un cinéaste, un musicien, c'est j'ai vécu une rupture amoureuse, j'ai vécu un deuil, je vais faire un album, je vais vous chanter une musique et je vais vous transmettre toute ma souffrance là-dedans et en faire de l'art. Adele, par exemple. Le gospel, c'est né de souffrance. Il y a plein de courants musicaux qui sont nés de la souffrance de certains peuples. Des peuples qui se sont dit, on est opprimés, on n'a pas les mêmes droits que d'autres peuples. Créons un ou voire plusieurs genres musicaux pour exprimer notre souffrance et en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est une manière de transformer sa souffrance en autre. Mais garder la souffrance. Et je pense que ça, moi, c'est moi qui rajoute. Là, il parle de souffrance, ce monsieur. Moi, je rajouterais, c'est pareil pour la colère. C'est pareil pour la colère. C'est pareil pour la colère, la jalousie. Il y a plein d'émotions que quand tu n'exorcismes pas, tu ne transformes pas, ça se transforme en quelque chose de moche, de destructif en fait. Parce que c'est une énergie. Moi, je répète, la souffrance, la colère, la jalousie, l'envie, la peur, c'est une énergie. Et si cette énergie, elle ne circule pas, elle reste à l'état statique, elle te bouffe. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois pertinemment. Est-ce que j'ai raison ou tort? Je n'en sais rien. Mais moi, je pense que quand on ne fait pas circuler certaines énergies, ça te bouffe. Ça te bouffe. Ça te bouffe. Et quand je dis ça te bouffe, c'est pas d'une manière... Ça peut te détruire, ça peut te créer des maladies, ça peut te créer des psychos, ça peut te créer, par exemple... Vous savez, il y a des maladies de peau qui viennent parce que il y a des trucs qui ne sont pas exorcisés. Ça peut te créer de l'eczéma, ça peut te créer des insomnies. Enfin, ça se manifeste d'une façon physique parce que cette énergie n'a pas été exorcisée, n'a pas été transformée en fait. Parce que l'énergie est censée circuler. Donc bref, ça c'était un des moments les plus forts du livre qui m'a vraiment marqué. Je vous ai dit, le moment avec René Brown m'a marqué. Le moment avec
Iyanla Vanzant m'a marqué. Et ça, c'est le troisième moment du livre où j'ai eu vraiment un moment profond de révélation. Et puis après, le livre continue sur la question du contrôle, sur la question de, de contrôler sa narrative, contrôler sa propre destinée. Il y a un chapitre aussi qui est assez intéressant sur le fait de donner. Et là, c'est le chapitre avec Maya Angelou qui est qui explique que les gens ne vont jamais se rappeler de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. Ils vont toujours se rappeler de comment vous les avez fait se sentir, et que chaque moment de la vie est une opportunité pour être au service d'un autre être humain. Et là, en fait, dans ce chapitre-là, qui est aussi un chapitre qui m'a beaucoup marqué, on parle d'une quelque chose qui est quasiment spirituel, c'est qu'est-ce que tu veux amener sur cette terre? Quelle est l'énergie? Là, c'est vraiment le mot qui est employé, c'est what is the energy you choose to bring to the world? Et là, on arrive dans les choses que j'aime, comme je dis, l'énergie positive multiplie, fait grandir. Et d'ailleurs, Maya Angelou dit quelque chose que j'adore, c'est quand tu sais, enseigne, quand tu as, donne. Franchement, plus spirituel, les amis, tu meurs. Donc voilà, là on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment l'ordre. Moi je trouve que c'est vraiment lié aux énergies, lié à la loi d'attraction, et c'est lié aussi aux histoires du karma. C'est très dans ce délire-là. Après, une fois de plus, hein, on y croit pas, mais il y a toujours ce côté où quand tu dois donner. Et c'est très intéressant cette phrase parce que, comme je vous ai dit, Oprah Winfrey a toujours dit que Maya Angelou, c'est une de ses mentors spirituels, c'est son ultime enseignante. Si vous remarquez bien, quand Oprah Winfrey elle a fait son show pendant plus de 25 ans, elle a été connue pour des moments télé et notamment pour ces fameux moments télé où elle donnait à son audience, qu'elle récompensait en faisant des cadeaux, que ce soit des voitures ou même des maisons, je crois. Elle a été et elle est toujours engagée dans plein d'actions caritatives. Je cherchais le mot caritatif. C'est une des plus grandes philanthropes qui existent de son niveau. Et c'est vraiment lié à cette histoire d'énergie. C'est le fait que j'ai reçu, je give back. Parce que le positif multiplie et grandit. C'est très spirituel. Moi, ça m'a fait penser dans la Bible à la scène des poissons qui se multiplient. Enfin, bref, je dérive, mais voilà. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et voilà, donc le livre est vraiment très intéressant. C'est un livre que je vous recommande de lire. Et je vous recommande de le lire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que dans le dernier chapitre du livre, l'avant-dernière page du livre, il y a le dernier témoignage d'un des invités, entre guillemets, des invités de The Oprah Winfrey Show, qui dit une phrase, les amis, qui clôture à merveille le livre et qui, moi, m'a fait pleurer. En plus, c'est lu par la voix d'Angel Jolie. C'est lu par la voix de Oprah Winfrey. Et je vous assure que à la fin de ce livre, quand je suis arrivée à la fin et que j'ai écouté la dernière phrase, je me suis posée, j'étais au bord des larmes, je pleurais. Et j'ai eu un moment où je me suis sentie genre si petite dans ce monde. J'ai eu ce moment où je me suis dit, mais putain, Cynthia, il faut vivre cette putain de vie, quoi. Vivons cette putain de vie. Et j'ai repensé profondément à ma mère qui, depuis que je suis petite, me dit toujours cette phrase, c'est « La vie, elle est simple, Cynthia. Si on suit les lois de la nature, la vie est très simple. Tu sais ce qui est compliqué? C'est les hommes qui compliquent la vie. » Et la dernière phrase d'Oprah m'a fait repenser à cette phrase-là. Et j'étais tellement émue que je me suis dit, mais what the fuck? J'arrivais pas à m'arrêter et j'ai bugué, en fait. J'ai juste bugué, en fait. Et je me suis dit, punaise, quoi. Oprah, you still got me. Genre, ça fait des années que je te suis. J'ai l'impression que... Et tu as réussi encore à m'avoir jusqu'à la fin, quoi. C'est pas possible. Libère-moi.
C'est franchement, je vous conseille de lire ce livre. Euh, J'espère que ça a été pas trop all over the place. C'est un livre que je trouve ultra poignant. Vous savez que d'habitude, je suis plus basée biographie, mais là, ce livre, je l'avais lu, donc je l'ai relu pour vous. Et c'est une mine d'or. J'ai même pas fait le trois quarts de la puissance de ce livre parce que je peux pas faire un podcast de 4 heures, mais lisez ce livre. Dites-moi si vous avez aimé cette revue littéraire, si ce genre de revue vous intéresse. Est-ce que vous souhaitez qu'on revoie d'autres livres d'Oprah parce qu'elle a écrit d'autres livres aussi. Est-ce que ça vous a donné envie de plonger un peu plus dans les interviews d'Oprah? Comme je vous ai dit, moi, les 3 interviews que je vous recommande de voir à l'issue de la lecture de ce livre, bien évidemment, l'interview de Madame Van Zant de Fix My Life, une interview super iconique où elle parle d'ailleurs de la confiance. C'est une interview que vous devez regarder. Si vous ne connaissez pas cette dame, découvrez-la. Iconique, je l'adore. L'interview de Brené Brown sur la vulnérabilité, le courage. Allez, vraiment, courez. Elle a fait un show sur Netflix. Si je retrouve le show, vous le mets en description. Franchement, c'est une des meilleures recommandations qu'une amie à moi m'a faite. Je n'oublierai jamais, j'étais avec ma pote, je lui dis, mon amie, c'est pas une pote, c'est une amie. Je lui disais, meuf, j'avais une problématique vraiment perso. Et elle m'a dit, c'est pour toi. Et je vous jure, cette femme a changé ma vie. Bien évidemment, Maya Angelou, je pense que ça, c'est la base, c'est la base. Même sans Oprah, là, c'est même pas lié à Oprah, c'est juste que Maya Angelou, c'est une des femmes les plus... Elle est décédée, mais c'est une des femmes les plus respectées au monde. Donc, vous devez au moins regarder une de ses interviews. Quelle autre interview vous devez lire? Regardez. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai cité à plusieurs reprises, ce monsieur. Vous devez regarder les interviews d'Oprah et de Deepak Chopra. C'est une des figures les plus importantes dès qu'on parle de spiritualité. Vous devez... J'ai pas beaucoup lu de ses livres, ce monsieur, je vais être transparente avec vous, mais j'ai suivi beaucoup de ses interviews grâce à ma tante spirituelle, aka Oprah. Vous devez aller vous plonger dans ce que ce monsieur fait. Donc voilà, et voilà, je vous mettrai tout dans la description. Si vous voulez qu'on continue à parler des œuvres d'Oprah, dites-le moi. Je vous ai même pas dit mes interviews préférées. Il y a celle de Jim Carrey, qui est moi l'interview qui m'a le plus changé dans ma vie. Il y en a d'autres, mais on pourra en reparler dans un autre contexte parce que sinon on va dormir ici. Mais en définitive, c'est un livre qui est game changer, comme tout ce qu'Oprah fait, j'ai envie de vous dire. C'est c'est puissant. Moi, c'est un livre que je trouve puissant, je trouve intéressant. Et moi, je dirais que ce livre, pour quelqu'un qui ne connaît pas Oprah, qui n'a jamais vu son travail ou écouté son travail, je trouve que ce livre, c'est comme une espèce de starter. Vous savez, quand vous êtes dans un restaurant, on vous donne des petits trucs pour... des petits trucs, juste des mises... Voilà, c'est un amuse-gueule. C'est-à-dire, c'est un amuse-gueule que tu vas manger et qui va t'ouvrir l'appétit sur tout un tas de trucs. Voilà comment moi je prendrais ce livre-là. C'est-à-dire, vous allez voir des noms qui sont cités. Vous avez tellement de gens qui sont cités que vous allez forcément trouver un ou deux noms. Après, c'est chacun sa sensibilité, mais en fonction de ce que vous allez écouter des voix des gens, vous allez forcément trouver une ou deux, trois personnes où tu vas te dire, je vais aller creuser un peu plus sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Moi, je sais que quand j'ai lu ce livre, bon, Brené Brown, ça m'a encore donné plus envie de creuser un peu plus ce qu'elle fait. Pareil pour Maya Angelou. Bon, la dame de Fix My Life, je connaissais, mais j'ai eu envie d'aller encore plus loin. Deepak Chopra, typiquement, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup écouté ses interviews avec Oprah. Je me suis dit, Cynthia, il serait peut-être temps de plonger un peu plus dans ce qu'il fait, ce monsieur. D'autant plus que vous savez que, je vous apprends rien, mais tout ce qui est spirituel au niveau de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique latine, c'est 3 continents où au niveau spirituel, c'est un puits. C'est un puits de savoir et de technique pour vraiment aligner sa vie sur les rails. Donc je me suis dit, ça serait peut-être temps de plonger un peu plus là-dedans parce que c'est vraiment quelqu'un de reconnu dans ce domaine. Et d'ailleurs, je vous dirais, pour vous montrer à quel point Oprah, c'est quelqu'un qui a changé vraiment totalement la façon de faire les interviews. Quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, des shows comme The Red Table Talk avec Jada Pinkett, quand vous regardez sur Netflix le show Goop
avec Gwyneth Paltrow. Quand vous regardez, il y a un autre show là, Hélène d'ailleurs qui passe dans le livre d'Oprah, et plein d'autres shows que vous connaissez aux États-Unis, je vous assure, observez bien. Vous verrez qu'à chaque fois, toute personne qui connaît ce qu'Oprah a fait, vous remarquera, ah, ça c'est très Oprah ça. La façon de poser, la façon d'aller sur des sujets, de mettre certains sujets un peu tabous, c'est très, très Oprah. C'est très Oprah. Et c'est bien parce que ça prouve que sa méthode fonctionne et c'est ce que les gens veulent. Moi, quand je regarde The Red Table Talk, je vois Who is the Original. Quand je regardais le show Goop Lab de Gwyneth Paltrow, I was like, ooh, I see some Oprah shit there. Parce que il y a une façon d'aborder les sujets que si tu n'as pas vu Oprah, tu comprends pas, tu vois pas le lien. Quand tu as vu des shows d'Oprah, il y a plein de façons de poser, même le fait de faire certains podcasts. Ça refait un talk show sur YouTube. Je vous dis, il n'y aurait pas eu d'Oprah, il y a plein de choses qui ne se feraient pas de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une femme dont, que tu aimes ou tu aimes pas, tu dois connaître ce qu'elle fait. Tu dois au moins avoir vu au moins 2-3 interviews de ce qu'elle fait pour comprendre le pourquoi certaines choses se font telles qu'elles se font aujourd'hui. Parce que si tu ne fais pas ça, tu passes à côté de vraiment... Tu passes à côté de plein de choses dans ce monde. Vraiment. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi si vous avez eu envie de lire ce livre. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, avec une interview d'une femme très inspirante, qui d'ailleurs est à l'origine de pourquoi j'ai fait cet épisode, parce que elle a cité ma tante spirituelle et j'ai dit, oh my gosh, I need to talk about her. Donc voilà. Et à très vite. N'oubliez pas, comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, tu connais la chanson, tu mets tes 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Tu peux mettre également maintenant les étoiles sur Spotify. Partage l'épisode. Fais-moi des retours en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram, sur YouTube. Fais-moi des commentaires pour que je sache un petit peu ce que tu en as pensé de cette revue. Peut-être apporter des nouveautés que je n'ai pas évoquées par rapport à ce livre ou sur Oprah, ça sera avec plaisir d'en parler, ou sur les personnes que j'ai mentionnées plus tôt. Et je vous rappelle que sur Instagram, j'ai effectué ma première interview en anglais avec Chloé Dash, qui d'ailleurs, ironiquement, je ne le savais pas, a mentionné certains points qui ont été évoqués dans ma revue du livre, alors qu'on n'a pas parlé de ce livre-là. Pour vous dire à quel point ce que Oprah et... les concepts que développe Oprah à travers ses invités sont des concepts au final qui sont très universels en fait. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Filtre d'amour. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort.
émotions, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.